Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 dans l'actualité. Ce soir, ouverture à Berlin ce lundi du sommet économique Compact Afrique avec l'Afrique. La rencontre vise à promouvoir des réformes dans les pays africains bénéficiaires en vue de stimuler le commerce et l'investissement avec l'Afrique. Le président Macky Sall, qui prend part à ce sommet, a dénoncé la cherté du crédit sur les marchés financiers. Présidentielle de février 2024, on sait désormais qui sera le candidat de Ousmane Sonko. Le plan B de l'ex-parti PASTEF a été dévoilé hier. Il s'agit de Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général du parti dissous PASTEF, et numéro 2 d'Ousmane Sonko. Son portrait à découvrir dans cette édition. Le 34e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant est célébré ce lundi 20 novembre à travers un projet du SAMU social. Plus de 3700 enfants en situation de rue ont pu être pris en charge. Plus de 1000 autres ont pu retourner dans leur famille. Bilan fait lors de la cérémonie de clôture de ce projet. Détail à suivre. Le dossier du lundi, vous l'aurez en fin d'édition. Il s'intéresse à l'une des adresses les plus célèbres de la capitale des années après indépendance, la Cour des Morts sur l'avenue Blaise Diagne, premier village artisanal et temple par excellence de la parure et autres objets d'art. Il en a perdu de sa splendeur. Ne ratez pas le dossier du lundi signé Hassan Gueye et Barasso. Je vous le disais tout de suite, l'édition 2023 du sommet économique compact avec l'Afrique s'est ouverte ce matin dans la capitale allemande, lancée en 2017 par l'ex-chancelière allemande Angela Merkel. Cette initiative vise à promouvoir des réformes dans les pays africains bénéficiaires en vue de stimuler le commerce et l'investissement avec l'Afrique. Prenant part à l'événement, le président Macky Sall a dénoncé la cherté du crédit sur les marchés financiers. Écoutons-le au micro de notre envoyé spécial Alassane Samba Diop. Le Sénégal se réjouit d'être membre de cette initiative depuis le début. C'est de voir quelles sont les contraintes qui doivent être levées pour renforcer l'investissement en Afrique, l'investissement et le commerce. La première contrainte, c'est la cherté du crédit. Quand quelqu'un veut investir en Afrique, il va être affronté toujours au même problème de la perception sur le risque d'investissement en Afrique. Et ce fait est dû au système de notation qui sont appliqués aux pays africains de façon non distinctive. On dit c'est l'Afrique subsaharienne, c'est l'Afrique, bon, on met des coefficients, et puis ça se traduit donc par une nécessité de prendre des primes d'assurance très élevées, y compris lorsque nous faisons appel à vos ECA, donc les agents de crédit export, comme Ernest ici en Allemagne, comme UTF ou comme la BPI en France, etc. Le crédit devient cher du fait des primes d'assurance qu'on y ajoute qui peuvent aller jusqu'à 15%. Donc ça, c'est un vrai frein pour le développement de l'investissement et du commerce entre l'Allemagne, l'Afrique, entre l'Europe et l'Afrique, et de façon globale, un frein pour l'activité en Afrique. Présidentielle de février 2024, Ousmane Sonko et ses partisans ont dévoilé hier leur plan B. Bassirou Diomaye Faye, numéro 2 du parti dissous PASTEF, a été désigné pour se présenter à la prochaine élection présidentielle. L'inspecteur des impôts et des domaines est originaire de Ndiaganiao, une petite ville de la région de Thiès. De Ndiaganiao à PASTEF, l'histoire de Bassirou Diomaye Faye nous est racontée par Cheikh Diop.
Il est le bras droit de Ousmane Sonko en prison, de même que son leader Bassirou Diomaye Faye a été choisi pour porter sur ses épaules encore frêles l'espoir de l'ex-parti PASTEF pour les prochaines échéances électorales. Le natif de Ndiaganiao, ancien pensionnaire de la mission catholique, a un calme trompeur, visage indolent, discours porteur. Il a montré face aux journalistes qu'il n'est pas un enfant de cœur. Allure pas du tout imposante, mais ses positions-ci, c'est au lycée Demba Diop de Mbour qu'il décroche le baccalauréat, un passage convaincant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. Bassirou Diomaye Faye obtient sa maîtrise en droit en 2004, destination l'École nationale de l'administration, un concours sélectif, mais Bassirou Diomaye Faye réussit à gravir les échelons. Après l'administration, l'inspecteur des impôts et des domaines entre sur la scène politique avec Ousmane Sonko et les partis PASTEF. Il est l'ombre du maire de Ziguinchor. BDF suit ses traces et porte sa défense lors des 1001 épisodes judiciaires. Ses sorties médiatiques se font remarquer, mais lors des élections locales, il essuie un revers chez lui à Ndiaganiao. Bassirou Diomaye Faye se fait battre par Teneng Sen. Aujourd'hui, entre les mains de la justice, BDF doit forcer son destin politique pour convaincre un bastion électoral qui attend son chef. Et quelle est justement la pertinence du choix de Bassirou Diomaye Faye pour pallier l'absence d'Ousmane Sonko? Comment comprendre une telle stratégie? Les questions ont été posées au directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette, Pape Amadou Fall, et joint par Amadou Bari. Diomaye Faye, on pourrait dire, oui, c'est la hiérarchie, c'est également la fidélité pour les partisans de Ousmane Sonko. Le choix est surprenant parce que tout simplement, l'homme est aujourd'hui dans les mailles de la justice et comme son patron. Donc, l'urgence de briguer les suffrages des Sénégalais peut être parfaitement remise en cause. Maintenant, on se rend compte également que tout ce qui s'était projeté, les anciens membres de PASTEF pour aller à la tête des suffrages des Sénégalais par rapport aux parrainaires, se sont ligués dans une déclaration pour dire qu'ils seront derrière lui. C'est une stratégie extrêmement intéressante à suivre. Mais c'est une candidature qui quand même pose problème. Non, je pense que les assises sont faits à moins que l'on se rende compte, au bout du compte, que Bassirou Diomaye Faye ne sortira pas des mailles de la justice. C'est une probabilité très forte à retenir. Il peut y avoir un plan C encore, voire même un plan B. Le collectif interministériel des agents de l'administration sénégalaise prévoit une manifestation le 25 novembre prochain. Et d'ailleurs, la déclaration de la marche pacifique est déjà sur la table du préfet de Dakar. Selon le coordonnateur de ce collectif, les travailleurs réclament entre autres au gouvernement la généralisation de l'indemnité de logement à tous les agents de l'État, le statut des agents de la fonction publique. Il n'exclut pas justement d'aller en grève dans les prochains jours s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Voici à ce propos Oumar Dramé, il est le coordonnateur de ce collectif. On peut citer entre autres la généralisation de l'indemnité de logement, le problème donc des diplômes, c'est-à-dire les reconnaissances de diplômes, les avancements, les corps d'accueil, le statut des décisionnaires au niveau de la fonction publique. L'autre plateforme revendicative aussi s'articule autour de la question des contractuels. Vous savez, dans les ministères, il y a des contractuels qui sont avec nous, qui font d'excellent travail, mais nous constatons qu'ils n'ont pas de statut, ils n'avancent pas, ils n'ont pas de carrière. C'est là que nous trouvons véritablement inacceptable et inadmissible. Il y a aussi la question des chauffeurs. Vous savez donc que le président de la République récemment, il avait donné des instructions pour payer la prime de présence des chauffeurs. Donc passant de 60 000 à 120 000. Mais on constate que cette décision présidentielle n'est pas encore effective. Si rien n'est fait par rapport à notre différentes plateformes revendicatives, je pense que nous allons organiser cette marche. Après la marche, donc nous allons faire ce qu'on appelle une grève générale dans la fonction publique.
avant d'en arriver à cette situation qui pourra avoir des conséquences incommensurables dans l'administration sénégalaise. Nous demandons au président de la République, le Premier ministre, les ministres en charge de ces différentes questions, à savoir des finances, de la fonction publique, de l'enseignement supérieur, de remédier à nos difficultés. Omar Dramé était l'invité de Keno Askanui sur ITV et répondait aux questions d'Elhadj Malik Cissé. Le poste de santé de Tchéti, c'est dans la région de Kolda, n'a plus d'ambulance. La structure sanitaire polarise 25 villages et depuis bientôt 2 ans, les évacuations de patients au district sanitaire ou à l'hôpital régional de Kolda sont devenues presque impossibles. Les habitants qui ont lancé un élan de solidarité appellent à l'aide. C'est du Diata. Situé à 21 km au sud-ouest de la commune de Kolda, le poste de santé de Tchéti, en dépit de la route chaotique qui y mène, n'a plus d'ambulance depuis 2 ans. Les évacuations sanitaires troublent le sommeil de l'infirmière chef de poste, Oulimatou Koli. Le poste de santé de Tchéti couvre 25 villages. Nous avons une population de 3495 habitants. Et ça fait plus d'1 an que nous n'avons pas d'ambulance. Et quand nous avons un patient à évacuer, nous appelons sur Kolda. Si nous avons une femme enceinte qui est à dilatation complète à référer, le fait d'attendre une ambulance quitter Kolda pour venir ici à Tchéti, c'est tout à fait un problème. Je vais profiter de l'occasion pour faire un plaidoyer pour que le ministre et les autres, les bonnes volontés puissent nous aider parce que c'est très difficile. En attendant que le cri de détresse nous bénéficie d'un écho favorable auprès des autorités compétentes ou de bonne volonté, ce fils du terroir mise sur la carte de la solidarité en offrant aux communautés locales des journées de consultation gratuites. Nous sommes dans un État qui a son plan de développement qui s'appelle le plan Sénégal émergent. Et dans son axe 2, vraiment, c'est de ce référentiel politique, économique et de développement, la santé et la valorisation du capital humain constitue quelque chose de très important. Donc la médecine, c'est l'affaire des professionnels. La santé, c'est une affaire des communautés. Et nous, en tant que citoyens de la communauté, notre devoir aujourd'hui, c'est de participer vraiment à cette solidarité envers les populations. Donc au cours de cette journée, nous avons pu voir 400 patients au total, dont 100 enfants. Et parmi les pathologies les plus fréquentes que nous avons rencontrées, il faut le rappeler, c'est le palu. Donc nous avons reçu plus de 10 cas de palu simple, dont 2 cas de palu grave que nous avons initié le traitement, donc il sera achevé, Inch'Allah, à l'hôpital régional de Kolda. Nous avons dépisté le diabète et l'hypertension artérielle. Certains ont été référés au niveau de l'hôpital régional de Kolda. C'est une commune à 21 km de Kolda. Vous avez pratiqué également l'état un peu chaotique de la route. Donc c'est un peu difficile pour les populations de pouvoir accéder au centre de santé, au district ou bien à l'hôpital régional. Avant la création du poste de santé de Diassina, Tchéti couvrait une quarantaine de villages éparpillés à l'intérieur d'une zone assez enclavée. Les populations locales demandent une discrimination positive de la part des pouvoirs publics. Et puis désormais à Bignona, c'est dans la région de Ziguinchor, les conducteurs de motos à Jakarta vont payer des taxes. La décision est issue d'une rencontre entre les acteurs du secteur, des élus locaux et le Forum civil. Et d'après le coordonnateur du Forum civil, payer des taxes leur permettra de réclamer en retour des projets et programmes pour une amélioration de leurs conditions de vie. Explication de nos correspondants sur place, Hassan Ba et Daouda Sambou. C'est de faciliter des discussions, des échanges entre les décideurs locaux et les Jakartaman pour discuter de la question cruciale, importante, à savoir la taxation des conducteurs de moto Jakarta. Et fort heureusement, nous avons reçu de belles expériences. Nous venons des communes, que ce soit la commune de Bignona, que ce soit la commune de Kafountine, mais également l'expérience de la commune de Moulamp. Et aujourd'hui, nous avons eu également à écouter les Jakartaman qui nous viennent différentes communes du département de Bignona. Je pense que la difficulté, c'était juste un déficit de communication. Un déficit de communication entre les Jakartaman et les décideurs locaux. Et fort heureusement, je pense que l'atelier qu'on a eu aujourd'hui a permis de soulever beaucoup d'équivoques. Et je pense que très bientôt,
nous irons vers une taxation générale de l'ensemble des conducteurs de Jakarta au niveau du département de Bignona. Donc, suite à des concertations, des discussions qui seront organisées entre les différents acteurs. Et nous souhaitons, en tout cas au niveau du Forum civil, avec notre partenaire IBP, développer cette initiative dans différentes communes du Sénégal. Et ce qui n'est pas dit, les Jakartamans ont la possibilité, s'ils paient des taxes, de revendiquer une contrepartie. C'est ça en fait la noblesse de la taxe, de revendiquer une contrepartie. Par exemple, ici à Bignona, après échange entre les Jakartamans et le maire, il y a un consensus autour de, par exemple, d'un fonds qui sera mis en place pour prendre en charge des accidentés de la route. Il s'agit également des Jakartamans. C'était donc Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil au micro de nos correspondants dans le sud du pays, Hassan Ba et Daouda Sambou. Recrudescence du phénomène de l'immigration irrégulière, l'ONG Otra Africa propose des pistes de solutions. Elles sont sociales, politiques, administratives, mais aussi diplomatiques. L'organisation appelle les différentes parties à se concerter et invite le gouvernement à organiser un conseil présidentiel sur la question afin de trouver de meilleures alternatives pour les jeunes. Explication Mamsene Boubabou et Seleman Diallo. Le phénomène de l'immigration clandestine a repris de plus belle ces 6 derniers mois. Des milliers de personnes, plus particulièrement de jeunes, quittent leur pays pour allier l'Europe à la recherche de meilleures conditions de vie. L'ONG Otra Africa propose des solutions afin de résoudre ce problème. Dans le cadre d'un dialogue ouvert, une concertation nationale, qu'on puisse trouver des solutions. Et pour ça, d'abord, il faut connaître l'ensemble des acteurs et les associer à la réflexion et à l'action. L'alternative par rapport à la migration aujourd'hui, c'est de créer un bureau national pour la migration afin de permettre aux jeunes qui veulent partir d'aller là-bas, s'enrôler et de s'inscrire et que le gouvernement puisse leur trouver des alternatives dans les pays de destination. Au-delà de réunir toutes les parties prenantes pour réfléchir sur ce fléau, l'ONG Otra Africa propose également au gouvernement d'organiser un conseil présidentiel consacré à la migration. Et sur ce, je pense qu'il est important de tenir un conseil présidentiel afin que toutes les institutions, tous ceux qui sont dans ce dossier puissent s'exprimer. Je pense que dans l'unité, on peut trouver une solution. Et une solution par rapport à cela également, c'est renforcer en moyens humains, matériels et financiers la stratégie nationale de lutte contre l'immigration irrégulière. Le président de l'ONG Otra Africa s'adresse également au consulat pour qu'il facilite l'obtention des visas aux jeunes. Ces consulats ont été accrédités au Sénégal avec un cahier de charges. C'est eux-mêmes qui ont dit que toute personne qui remplit ces conditions, en principe, doit avoir le visa. Donc on permet aux citoyens lambda de pouvoir déposer son visa dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, on peut rester presque 3 mois pour avoir un rendez-vous, un seul rendez-vous. Et ça, vraiment, je pense que le gouvernement doit être ferme par rapport à cela et rappeler ses partenaires de ces pays-là, puisque vraiment, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ce qui pousse les jeunes à aller vers la mer. Plus de 50 000 jeunes peuvent sortir du pays avec l'accompagnement de l'État du Sénégal. Une annonce faite par le président de l'ONG Otra Africa qui exhorte au gouvernement d'aider les jeunes en organisant des départs réguliers. Éducation dans le cadre des audits de performance des établissements privés de formation du Sénégal. 368 établissements ont été contrôlés et selon le chef de la division formation privée du ministère de la Formation, il en ressort que la plupart des établissements évalués sont aux normes standards de qualité. Moudouignan est au micro de Sikou Diallo et Astombaye. Sur instruction du chef de l'État, les ministères pédagogiques donc, ont procédé à l'audit de qualité donc, des établissements de formation. En tout cas, pour le compte du ministère de la Formation professionnelle, donc, depuis septembre,
nous sommes dans ce processus. Nous avons audité l'ensemble des établissements privés de formation professionnelle au nombre de 368 qui ont été visités et des seuils de performance ont été établis pour catégoriser ces établissements, pour donc classer les établissements selon leur performance. Aujourd'hui, nous pouvons dire sans risque de nous tromper que chaque établissement connaît ses performances, connaît ses contraintes, connaît les points sur lesquels il doit appuyer pour améliorer sa performance. Au niveau national, nous avons 82 établissements qui ont un seuil de performance de plus de 80%, 263 établissements qui sont dans des seuils de performance entre 40 et 60, et 73 établissements qui sont dans des seuils de performance très bas. Alors, ces partages que nous avons entamés dans chaque académie vont permettre de rassembler les acteurs, de discuter autour des contraintes, des questions, des appuis pour, dans les années à venir, rendre tous les établissements de professionnels privés performants. Les établissements privés de formation portent des missions de service public. Tout le monde sait que les missions d'éducation et de formation sont des missions de service public dévolues à l'État. Mais la tâche, elle est très grande. Et si des privés viennent porter à côté de l'État des missions de service public, donc nous, services du ministère, nous ne pouvons qu'accompagner ces dynamiques. C'est la raison pour laquelle donc, le président nous a instruit d'accompagner ces établissements, d'accompagner ces dispositifs. Je vous le disais dans les titres, ce 20 novembre est célébré le 34e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant, occasion saisie par le SAMU social pour faire le bilan d'un projet de réinsertion des enfants de la rue. Le projet a permis de prendre en charge plus de 3700 enfants en situation de rue. 100 ont pu retourner dans leur famille. Bilan a été fait lors de la cérémonie de clôture de ce projet. C'était en présence d'Abdourahmane Li et Cheikh Tidiane Diouf. Grâce à ce projet, le SAMU social a ratissé large. La structure saisit justement l'occasion de la journée mondiale dédiée aux droits des enfants pour faire son bilan. Celui-ci permet de constater que l'initiative a permis de venir en aide à des enfants en situation de handicap, thème choisi pour cette journée du 34e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Le projet financé par l'Union européenne à hauteur de 394 millions nous a permis de prendre en charge 3700 enfants, mais également 1445 familles en situation de vulnérabilité et d'offrir plus de 32 000 prises en charge individuelles, soins médicaux, entretiens psychosociaux à des enfants et jeunes qui étaient à ce moment-là hébergés dans les centres d'accueil ou qui étaient en situation de rue. Un pas important, certes, nonobstant des défis qui imposent leur présence. L'Union européenne, par la voix de son ambassadeur à Dakar, s'y arrête un moment. Alors les défis, évidemment, c'est le nombre d'enfants qui sont encore dans les rues. C'est la question des structures d'accueil, de la disponibilité des structures d'accueil, et puis de la formation aussi des équipes socio-médicales qui peuvent leur venir en aide. La directrice de la protection des enfants ajoute l'impérieuse nécessité de retirer des enfants dits en situation de rue. Digui Djofal laisse parler sa fibre maternelle. Pour le dernier retrait, je n'ai pas de chiffre exact parce que je n'étais pas là. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un travail qui doit être fait par le gouvernement du Sénégal, un travail à l'image de la vision de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, d'autant plus que sur le cadre juridique, l'ensemble des instruments juridiques, quasi-instruments juridiques, tant sur le plan international que régional, ont été ratifiés par l'État du Sénégal. Une ambition qui entre en droite ligne avec ce projet. Sa mise en œuvre a duré 33 mois, révèle la directrice de SAMU social, de novembre 2020 à juillet 2023. Un mot de sport dans cette édition clôture ce dimanche au stade Amadou Barry de Guédiawaye du championnat national de Viet Vo Dao. Il a réuni 5 ligues avec plus de 300 participants. Une belle manière, selon le président de la Ligue, de participer à la lutte contre l'immigration irrégulière. Je vous propose d'écouter Dr Diomaye Dia. Il est au micro de Boudan Diat et Cheikh Magad Mbaye.
Parce que cette équipe nationale nous permettra, au-delà de ce que vous voyez ici, de pouvoir participer aux compétitions internationales qui réellement vont permettre au Sénégal d'honorer sa présence, mais également de hisser le plus haut possible le drapeau national. Donc c'est extrêmement important d'encourager la pratique des arts martiaux parce que ça permet à l'individu d'avoir non seulement des ressources additionnelles, mais également d'aimer son pays. Parce que au-delà de l'aspect sportif, il y a la philosophie qui lui permet de développer ce patriotisme-là, cet amour du pays, cet amour de l'autre, et cela permet à la personne également de pouvoir rester devant sa famille, de pouvoir rester dans son pays et contribuer à son développement. Aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, il y a un phénomène qui est là, c'est l'immigration clandestine. Beaucoup de jeunes quittent pour partir, mais effectivement à travers les arts martiaux, on peut développer une certaine maîtrise de soi, une certaine confiance en soi qui permettra à chaque jeune de comprendre que s'il compte sur ses ressources, s'il compte sur ses forces intérieures, il peut également être un leader et pouvoir rester au Sénégal, mener ses activités, contribuer au développement du pays sans prendre les risques. C'était l'une des plus célèbres adresses de la capitale sénégalaise après indépendance, la Cour des Morts sur l'avenue Blaise Diagne, devenue par la suite la Cour des Orfèvres. Eh bien, elle se débat comme elle peut pour ne pas mourir. Le premier village artisanal et temple par excellence de la parure et autres objets d'art n'est plus tout à fait le joyau que l'on connaissait. Le dossier d'enquête de ce lundi est signé Hassan Gueye et Barasawa. Les artères de Dakar sont toujours aussi animées. L'avenue Blaise Diagne n'y échappe pas. Elle est une de celles qui accueille le plus de places d'affaires dans la capitale. Boutiques de toutes sortes, pièces détachées automobiles à gogo et quelques galeries d'art. La Cour des Morts, rebaptisée Cour des Orfèvres, est au 69 de la même avenue. Le site était un des plus courus du Dakar raffiné d'antan. À Keur-Jean-Thiam, l'autre appellation des lieux, on y trouvait les meilleures parures, objets d'art, articles et artifices de décoration. En vérité, le premier village artisanal de la ville se trouvait ici. Le temps a passé. Le bijou est moins clinquant. Il y a moins de perles sur le collier. Si une comparaison est possible, ce serait tout de suite résumé par grandeur et misère. Si les connaisseurs et les stylistes de renom ainsi que quelques rares touristes continuent à fréquenter assidûment la Cour des Orfèvres, c'est en raison des mains d'or et doigts de fée qui perpétuent les savoir-faire. Les maîtres tailleurs sont très en vue sur cette place. Il se trouve que les artisans bijoutiers tiennent la majeure partie des vitrines. Jamais consumés par les difficultés et la morosité, les professionnels ont ici le sens du travail bien fait, sanctionné par la qualité, sur fond de feu de la passion ou l'amour du métier. En termes de corps de métier, les sous-véristes marquent aussi les esprits. Pour ces derniers, c'est le verre à moitié plein plutôt que vide, malgré les carnets de commandes en berne. Voir la vie en rose est très certainement une disposition naturelle chez ceux qui passent le temps à marier les couleurs. Mamour Gueye est un de ceux pour qui le sous-verre n'a plus de secret. Il n'a pas souffert de la rupture de transmission qui est devenue un mal bien sénégalais. Le père Morgueil, dont l'art a été reconnu de Kaolack à Dakar, lui a laissé sa technique. De la galerie aux ateliers, l'on a pu mesurer l'étendue de son talent et l'apaisement
que procurent les tableaux. Tableaux reluisants et inquiétants à la fois. L'ex-cour des morts, qui étaient les premiers dans ce marché historique, connaît délabrement et déclassement, comme du reste, c'est le cas pour tous les villages artisanaux du pays. Sa situation en plein cœur de Dakar ne l'empêche pas d'être enclavé, compte tenu du prix du mètre carré. Son espace vital est rogné par les nouveaux immeubles, qui génèrent aussi bien manque de luminosité et de perspective. Le baobab, qui est un des derniers poumons verts, est témoin ici des peines actuelles et des joies passées. L'état des lieux de l'ancienne pépite de l'avenue Blaise Diagne est facile à comprendre. Ceux qui sont à la tête de Dakar ces dernières années la laissent mourir culturellement, artistiquement et émotionnellement. Ne reste plus que la résilience, la prière et la foi en des lendemains qui chantent et qui sourient. C'était donc le dossier du jour avec Hassan Gueye et les images de Barasso. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur media.sn. Bonne suite des programmes.